Des bâtisseurs de cathédrales au temple de Salomon, la franc-maçonnerie, opérative à sa naissance, s'est donnée pour quête de repenser le monde et de réfléchir à l'amélioration de l'humanité. Avec le siècle des Lumières, celui des philosophes et des scientifiques, et alors que les églises prenaient toute leur place, la franc-maçonnerie, elle, prend tout son essor. Elle va naître en 1717 avec 4 loges de Londres qui vont se réunir pour fêter la Saint-Jean. En 1738, sera créée la première loge de Londres et de Westminster. Et légèrement avant, Jean-Théophile Desaguliers, pasteur français, secrétaire de Newton, va commander à James Anderson, pasteur écossais, des constitutions dites constitutions d'Anderson. Et à partir de 1752, va se créer le grand mouvement de la franc-maçonnerie qui va essaimer toute l'Europe et qui va se définir en 2 aspects, un côté un peu plus humaniste et un côté très spiritualiste. Et s'aimer l'Europe, mais aussi l'outre-mer, car déjà, au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie est enracinée dans les anciennes colonies. Importée par les officiers de marine ou les nobles des plantations, c'est le cas à La Réunion. On est arrivé par les choses habituelles de l'époque de la colonie française. Elle est venue par les moyens du bord, qui était la mer de l'époque, puisque c'est les marins qui sont arrivés comme ça, avec des grands noms, tels que Maé de la Bourdonnais, par exemple, qui était gouverneur des îles lointaines, tels que de Bernonville, qui est également un nom connu, et qui se sont installés petit à petit et qui ont fait souche et qui ont apporté leur savoir, leur tolérance de fraternité pour que un jour, comme aujourd'hui, existe la maçonnerie dans ces îles lointaines. Aux Antilles aussi, la maçonnerie fait son apparition au XVIIIe siècle. Étienne Morin, un frère, comme on dit, originaire de Cahors, installé à Bordeaux, se rend là-bas en 1762. Au cours de plusieurs voyages, il porte un rituel de perfection en 25 degrés et initie les premiers maçons. Il a initié beaucoup de maçons et il a inspecté toutes les loges des Antilles. Il a même créé et délivré des documents comme celui-ci, qui sont signés ici, Morin 1767, avec pour la première fois, on ne le connaissait pas avant, l'aigle bicéphale qui est encore l'emblème du Suprême Conseil. Pourtant, à cette époque, l'esclavage bat son plein en Europe. Le commerce triangulaire est à son apogée. Un paradoxe pour les francs-maçons épris de tolérance et de liberté. Dans les salons philosophiques et les loges maçonniques, les idées de progrès se répandent. Les mouvements anti-esclavagistes font leur apparition, auxquels contribuent les maçons. L'esclavage a été toujours quelque chose de maudit, mais elle a existé, donc il fallait faire avec. Mais je crois que l'époque, les années passant, les francs-maçons sur place ont prodigué de leurs connaissances pour que les choses aillent dans le bon sens et puis que tout ça s'efface avec le temps. Et je crois que la franc-maçonnerie a beaucoup apporté à l'abolition de l'esclavage. Si vous parlez des Antilles, mais vous parlez également de tout ce qui concerne l'outre-mer. Nous avons toujours été très présents dans le domaine on peut citer un nom d'ailleurs, c'est Victor Schoelcher, qui a été à l'origine de l'abolition de l'esclavage aux Antilles et qui était des nôtres. Et du XVIIIe au XXe siècle, la franc-maçonnerie ne fléchit pas contre l'intolérance et la barbarie. En 1988, une mission du dialogue est envoyée en Nouvelle-Calédonie pour tenter de renouer les fils du dialogue entre Caldoche et Kanak. Pour les maçons, c'est une mission politique au sens de la construction de la cité universelle. Parfois, il y a nécessité à ce que les hommes se rencontrent quand il y a des difficultés pour parler. C'est vrai qu'en Calédonie, il y a quelques années, comme tout le monde le sait, quelques problèmes. Je crois que ces problèmes se sont arrangés par la voie du dialogue de francs-maçons de là-bas, qu'ils soient natifs du pays ou pas, mais les choses, me semble-t-il, se sont arrangées. Et tout ça toujours par le canal de la franc-maçonnerie en général, et peut-être aussi un petit peu par le dialogue que peut avoir la voix de la Grande Loge de France dans ces orients, comme on appelle chez nous, très lointains. Des horizons lointains où la maçonnerie rayonne. Outre-mer, le Grand Orient de France compte une trentaine de loges, comme la Grande Loge de France. En métropole, la maçonnerie aussi suscite un engouement, car elle se révèle un lieu de recherche philosophique ouvert sur l'autre. Elle va d'abord apprendre à l'homme et à la femme qui rentrent au cœur de la franc-maçonnerie, apprendre à écouter.
apprendre à se forger sa propre opinion, apprendre à vérifier que l'opinion des autres peut être vraie, et en même temps s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire que le franc-maçon rentre en loge pour rassembler ce qui est épars de la culture des autres. Et ensuite, il va porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple. C'est-à-dire que très rapidement, il va se servir de la loge comme tremplin pour aller vers le monde extérieur et pour s'ouvrir à ce monde et apporter un peu plus de conscience à ce monde, puisqu'il a développé cette propre conscience à l'intérieur de la loge. La loge, lieu fermé et pourtant ouvert sur le monde, avec ses rites et ses symboles, la maçonnerie contribue à relier les hommes de toutes les cultures.